Qu'est-ce que c'est la permaculture? C'est d'abord une philosophie, prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les connaissances. Ensuite, c'est un ensemble de principes qu'on va appliquer et qu'on peut appliquer dans plein de domaines de la vie. Et puis derrière, c'est une méthode qui vise à concevoir des écosystèmes utiles. C'est-à-dire en fait concevoir notre habitat humain, nos espaces extérieurs, nos espaces de vie, etc., tous nos espaces, justement en s'inspirant du fonctionnement de la nature, des écosystèmes naturels, pour voir comment on peut essayer de recréer nos propres écosystèmes qui vont répondre à nos besoins. Puisque aujourd'hui, chacun de nos besoins, c'est une des causes pour laquelle on est dans cette situation-là au niveau planétaire, c'est que on a tout mis dans des cases. Hein, on va faire nos courses au supermarché, on va voir des amis, on va dans un bar, on va dans un truc. On n'a plus vraiment d'espace de vie ou d'espace de production qui soit autosuffisant. On fonctionne plus en écosystème. On a cassé, on a divisé les écosystèmes pour passer à un système plutôt un peu binaire, un peu Ouais, siloté en tout cas. piloté. Ouais, c'est ça. Dans cet épisode, on continue cette exploration qui est l'exploration du podcast cette année autour de comment est-ce qu'on construit une entreprise qui soit réellement au service du monde, donc tous les enjeux du monde et pas que les enjeux de la personne qui lance sa boîte. Et je suis ravi d'explorer aujourd'hui ce sujet avec Louis, dont l'entreprise, je crois, traite un des sujets qui est les plus importants dans la transition écologique. Et je pense qu'on en parlera, Louis, plein d'autres aspects de ça, parce que je pense qu'on pourrait argumenter que c'est aussi une transition sociale, ce que vous faites avec Arbraculture. Mais je suis ravi de t'accueillir pour parler de tout ça. Du coup, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Mais merci à toi, Thomas. Avec plaisir, avec plaisir. Et pour lancer, il y a une question que je pose à tous les invités, qui te permettra d'ailleurs peut-être de parler un peu de Arbraculture et ce que vous faites. Et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu as démarré? Et d'ailleurs, je suis curieux parce que je ne crois pas avoir la nuance, mais je me demande si tu étais tout seul au début ou si c'était tout de suite une équipe comme c'est le cas aujourd'hui. Mais donc voilà, comment et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale? Hmm. Ok, ben on met tout de suite les pieds dans le plat, quoi. C'est super, allons-y. J'ai commencé seul. En effet, je me suis lancé seul avec ouais, toute ma motivation. Il y a de ça maintenant. Donc c'était en fait en 2016, en juin 2016. Euh, et comment j'en suis arrivé là, en fait, et à ce choix, il y a deux choses qui se mélangent, en fait. Ouais. La première, c'est tout simplement la chance que j'ai eue de grandir au contact de la nature. Ça m'a toujours, ça a toujours été une évidence pour moi dès le collège que j'avais envie de travailler en fait en lien avec la nature. Voilà, enfin quand Mm. j'étais au collège, je voulais être garde forestier parce qu'en fait je Mm. m'imaginais passer ma vie à me promener sur un cheval dans la forêt. Je me disais ça va être Mm. super. Et, et puis après, euh, j'ai regardé et puis garde forestier c'était le SMIC et puis à l'époque il fallait avoir plus que le SMIC, ça n'allait pas. Donc je me Mm. suis dit, enfin, je peux pas être garde forestier parce qu'en fait il faut que je gagne de l'argent, ça va pas. En tout Mm. cas c'est ce qu'on m'avait dit quoi. Donc Oui, je crois que c'est ce qu'on nous a tous et toutes dit, d'ailleurs. Donc moi j'ai eu la chance de grandir ouais, dans un très grand jardin où je passais ma vie dehors en fait à jouer dans les arbres, etc. Mm. À me créer mes univers un peu en mode Seigneur des Anneaux quoi, en mode fantastique, etc. Et puis moi Ça me je parle. faisais mon kiff. Je me faisais des armes avec des bâtons et tout. C'était génial. On a eu la même enfance, je crois. Moi, c'était exactement pareil. Il y avait une grande forêt derrière chez mes parents, avec des cascades et tout. C'était incroyable. Et du coup, avec mes potes, on faisait tous nos week-ends à refaire les scènes Ok, du Seigneur des toi Anneaux. t'avais des cascades, toi t'étais pas dans le Ouais. nord, tu vois. Dans Non, le ouais. nord ça n'existe pas les cascades. Tu vois, t'as les ruisseaux ça existe, mais les cascades, Bon, c'était petite, hein. Bébé cascade. ouais. Mais du coup, j'allais souvent dans le sud aussi et mes parents étant professeurs, on avait, pas mal de enfin, on avait les vacances notamment 2 mois en vacances scolaires et donc j'allais beaucoup, dans le sud, du côté du pont du Gard, tout ça Hmm. et là, vraiment aussi toujours au contact de la nature à ce moment-là. J'allais pas mal en montagne. Bref, Hmm. c'est tous ces moments où je me sentais pleinement vivant et donc j'ai voulu, voilà, de fait travailler en lien avec la nature. Ça, c'est une première chose. Donc j'ai fait un bac scientifique dans un lycée agricole avec une Ok. option biologie, écologie, agronomie. Ok. L'écologie, c'était vraiment ma matière préférée. Et ensuite, je suis parti faire un DUT, génie biologie, option environnement. Mais alors là, c'était un peu plus par défaut, quoi. C'était un peu plus Ok. le truc, bon, il y a quelqu'un de ma promo qui y allait, je me suis dit, ok, je vais y aller aussi, mais
à ce moment-là, honnêtement, je savais pas trop ce que je voulais faire, quoi. Ouais. Dans ma tête, c'était bon, je vais être ingénieur des eaux et forêts, parce que ça paraît bien sur le papier. Bon, plus tard, je me suis surtout rendu compte qu'ingénieur des eaux et forêts, c'est un mec qui est resté ou une nana qui est restée derrière son ordinateur, quoi. Mmh. Donc autant dire que c'était pas le délire par rapport à quand je voulais être garde forestier et me promener dans la forêt, quoi. Ouais, il y a pas de cheval, avec Non, l'ordinateur. pas de cheval, il y a pas d'arbre, il y a pas de Mmh. et donc je me suis aussi rendu compte que l'environnement, donc attention pour ceux qui veulent étudier dans l'environnement. En fait, l'environnement, c'est pas genre l'environnement qui m'entoure, c'est pas la nature. Non, l'environnement, c'est comment on s'occupe des déchets de l'humain. Mmh. Et voilà, ça, c'était aussi une superbe découverte. Mmh. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était catastrophique, quoi. Et encore, hein, enfin, nous, ici en Europe, ça va. Quand on regarde Ouais, dans plein d'autres pays, c'est juste. Enfin, voilà, il faut pas y penser, quoi. ouais. Et donc, voilà, j'ai fini mon DUT et encore une fois, il y a eu 2 choses, enfin, du coup, je dirais les 3 la recette qui a fait que je suis devenu entrepreneur, hein, c'est 3 choses. Ouais. La première c'était mon amour pour la nature. La deuxième c'était, ma rage un peu, il y avait vraiment de la colère, quoi, Mmh. contre cette société, donc de où est-ce qu'on en était arrivé, de qu'est-ce que moi j'allais offrir, si je veux des enfants plus tard et moi-même la vie que j'allais vivre. Ouais. Donc une rage contre la société, deuxième Mmh. ingrédient. Et troisième ingrédient, c'était, un dégoût du système scolaire, quoi. En Mmh. fait, ce côté, descendant, moi voilà, j'ai toujours été enfin j'ai pas été fait pour le moule un peu scolaire et peut-être que je trouve que plein de gens sûrement ne le sont pas et moi Ouais, je j'ai vraiment été pense. dégoûté de ce rapport descendant des professeurs, ce truc un peu Ouais. de je m'étais dit qu'en faisant le DUT ça changerait, mais non, en fait, c'était pareil qu'au lycée, c'était la même chose et en fait, je 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 me sentais complètement dévalorisé, enfin voilà et Mmh. donc il y a eu comme quelque chose de: «Ouais, je vais vous prouver. Je vais vous prouver que Mmh. je vais vous prouver que vos trucs là, c'est tout ça pour finir technicien et être salarié, technicien dans un truc, à la con, j'en veux pas». En fait, mais à ce moment-là, au moment où j'avais ces 3 étapes réunies, je savais pas que je voulais être entrepreneur. Ouais. C'est ce qui a créé en fait que je suis devenu Ouais, entrepreneur, mais je ouais, savais pas que c'est ça que je voulais faire. l'impulsion du départ, quoi. Parce que moi, j'ai jamais appris à entreprendre ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait Ouais. d'école de business, quoi que ce soit, jamais. Et donc, en fait, ce qui a été le pont entre ces 3 ingrédients-là et après le fait que je sois devenu entrepreneur, ben, c'est un service civique, en fait. Mmh. En fait, j'ai fait un service civique dans voilà, l'association Unicité à Lille. Et, et ça a été ça le pont, quoi, qui m'a fait OK. que. Tu peux nous rappeler ce qu'a fait l'association? Parce que Unicité, ça me dit quelque chose. J'ai su à un moment donné, mais je me souviens plus spécifiquement. Peut-être ça te permet de dire qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans qui te dit, OK, il faut que je fasse ma boîte, quoi. Ouais. Unicité, donc en fait, c'est la plus grosse association de service civique de France. Et il faut dire qu'en fait, les fondatrices d'Unicité ont amené le statut, ont milité pour le statut de service civique en France. OK. Donc c'est aussi grâce à elles que le statut de service civique est apparu en France. Et c'est une association donc, qui a plus de 20 ans et qui est divisée, enfin voilà, qui est partout en France. Et donc dans le Nord, il y a une antenne à Lille. Et ils proposaient à l'époque un programme très particulier qui s'appelait Rêve et Réalise. Mmh. Et le principe est tu postules avec, un projet qui soit, solidaire, c'est-à-dire qui apporte quelque chose à la société et ensuite, tu es dans une promo avec d'autres personnes comme ça qui ont un projet comme ça et pendant 8 mois, en fait, tu es accompagné pour le réaliser ce projet OK. et en fait, au moment où moi j'ai appris l'existence de ce truc-là, enfin parce que de fil en aiguille, je suis arrivé à une réunion puis ils nous en ont parlé Ouais. et je me suis dit: «OK», enfin, en fait, il y a eu un appel vraiment de ça, Mmh. c'est ça, c'est ça ou rien. Enfin, je veux faire ça, vraiment. Prenez-moi, je sais pas ce que je veux faire, mais prenez-moi et c'est là où, du coup, je me suis mis à réfléchir et où Mmh. quelque part, ça a été la naissance de tout entrepreneur ou de toute entrepreneuse. C'est, en fait, c'est la naissance d'un projet, quoi, tu vois? De Ouais. dire: «Si je pouvais faire quelque chose, si tout était possible», c'est un peu ça qu'on m'a offert, un espace où on m'a dit: «Ben, voilà, tout est possible, qu'est-ce que tu veux faire?» Et c'est là Mmh. que je suis reparti du coup, voir à l'intérieur,
Ouais. ce projet-là a émergé. Et donc le projet qui a émergé s'appelait Jardin et potager. D'où Jardin et potager, les potes. potager. Mmh. Jeu de mots, incroyable. Et il y en a beaucoup de personnes qui continuent de rigoler encore aujourd'hui, hein, depuis déjà 6 ans. Heu et donc heu et donc en fait, l'idée, c'était donc comme le super jeu de mots l'explique, de f de faire de la permaculture avec en tout cas de travailler les espaces extérieurs avec, des personnes âgées, Mmh. et donc faire de la permaculture dans une résidence de personnes âgées. Trop bien. Et juste avant, j'ai envie de te questionner du coup sur cette phase-là du début, mais j'ai aussi envie d'attraper un truc que tu as dit, que j'ai aussi vécu, j'ai l'impression, ce côté revanchard, notamment par rapport à l'école. Moi, je me suis lancé à mon compte en dernière année d'études et j'ai fait toutes mes études en alternance. Et je me souviens très, très clairement de toute la dernière phase de mes études où, du coup, on commence à préparer les gens aux entretiens. Moi, pour le coup, j'ai fait une école de commerce. J'étais à Dauphine dans le master marketing. Et du coup, toute la fin, c'était nous préparer aux entretiens. Du coup, on avait des sessions d'entraînement pour les entretiens dans les grosses boîtes et tout. Et moi, je me souviens, comme j'étais déjà à mon compte, j'étais au fond de la classe et je demandais, en fait, vous avez quoi pour moi? Parce que moi, je veux pas aller dans les grosses boîtes. J'ai pas envie de préparer des entretiens. Moi, je sais que j'ai envie d'être à mon compte et que je vais lancer ma boîte à la fin. Et on me disait, c'est pas une bonne idée. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Attends quelques années, lance-toi après. Et j'ai l'impression que tout le monde était contre moi, genre tous les profs, la directrice de l'agence où je bossais. Et du coup, ça a créé un peu cette sorte de colère aussi de bah, je vais vous prouver que vous êtes des ploucs et que je sais ce qui est bon pour moi. Et j'ai l'impression que ça, c'est un fil rouge que je vois chez plein d'autres personnes qui se lancent où il y a un côté un peu il faut que je prenne une revanche sur quelque chose et que ça crée plein d'énergie pour aller mettre cette énergie au service d'un projet parce que c'est pas forcément évident de le lancer au début. Je suis curieux de si tu as observé ça aussi chez d'autres personnes de ton entourage peut-être qui entreprennent. Bah, déjà, moi, ce que je remarque et ce que j'observe, c'est que bien souvent, les gens qui entreprennent ne sont pas faits pour un certain moule. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a comme, un moule de la société, de différents, métiers qui existent déjà, Hmm. qu'on connaît entre guillemets «plus ou moins bien», hein, mais des métiers qui parfois, manquent de sens ou ont du sens partiellement. Enfin, Hmm. aujourd'hui, je sais que j'entends aussi beaucoup parler de la difficulté de recruter parce qu'en fait, Ouais. aujourd'hui, les gens, ils ont envie d en fait, j'ai l'impression qu'il y a un éveil un peu des consciences de manière générale, et cet éveil des consciences nous amène à avoir envie de mettre de la conscience aussi dans notre métier, dans ce pourquoi on passe énormément de temps, chaque jour Ouais. pour œuvrer. Et je pense qu'il y a déjà ce premier truc-là en fait, tous les gens une bonne partie des gens qui veulent entreprendre, c'est aussi parce que juste ils arrivent pas, ils veulent il y a pas un moule dans lequel il y a pas une proposition, il y a pas quelque chose aujourd'hui qui est amené dans la société qui répond réellement à leurs besoins, à leur envie de contribuer, de s'épanouir. Et Hmm. donc, même si j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pas forcément faits pour être entrepreneurs. Et je trouve Ouais. qu'aujourd'hui, on est dans cet entre-deux, et de ce que j'observe, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur corresponde, mais en Hmm. même temps, c'est pas facile d'entreprendre non plus. Ouais. Ça demande d'avoir d'autres compétences, d'avoir une certaine nature aussi un peu entrepreneuriale, machin, et du coup, c'est un peu un entre-deux, je trouve. Il y a beaucoup de cet entre-deux, Hmm. et j'observe aussi, en effet, ce côté, ouais, j'ai observé à plusieurs reprises des gens qui avaient créé des boîtes ou des projets qui tournent très bien, qui à la base, pareil à l'école, à l'école, c'était pas les bons élèves, quoi. Ouais. Parce que finalement, les bons élèves, je dirais que c'est ceux qui s'incluent bien dans une entreprise, existante, et qui vont bien savoir faire les exercices, répondre aux ordres, et puis enfin, tu vois, Hmm. enfin là, je ne veux pas généraliser, surtout pas, mais voilà, peut-être que en effet, Ouais. aujourd'hui, l'école permet de bien correspondre, entre guillemets, aux attentes des services, publics et des entreprises, privées, mais pas en effet de trouver sa voie, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est un peu comme s'il y a deux options. C'est soit tu rentres complètement dans le cadre et du coup on te félicite entre guillemets avec la sécurité, la structure qui vont avec la majorité, je pense, des métiers sous une forme salariée. Ou si, comme tu dis, tu rentres pas dans ce moule-là et qu'il y a des choses qui ne te vont pas, soit pour le sens que ça donne, soit pour les obligations qui vont avec,
Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en nous écoutant parce que on n'a pas envie de suivre les obligations de tu dois être à tel endroit à telle heure et faire telle chose qu'on a pas mal dans le salariat. Et en même temps, si la seule autre voie, c'est d'aller effectivement dans la démarche entrepreneuriale qui, comme tu le dis, vachement dure, demande vachement d'énergie, bah, c'est vrai que je trouve que ça manque un peu d'un entre-deux ou d'un spectre. Et moi, je dis souvent que j'ai l'impression que le mouvement des indépendants réinvente un peu, enfin, en tout cas, contribue à réinventer le monde du travail. Parce que j'ai l'impression que, tu vois, je suis entre un entrepreneur avec une boîte et des salariés, etc., et ce vers quoi j'ai l'impression que toi et moi aussi, de plus en plus, on tend. Et il y a le côté, je suis seul, et du coup, suffire à moi-même, c'est déjà plus simple, entre guillemets, que de monter une boîte. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus de nuances dans ce que le monde du travail devient pour le monde auquel j'ai l'impression qu'on essaie de contribuer, et toi et Mmh. moi. Mais c'est marrant parce que du coup, quelque part cette nuance, peut-être que j'essaie un peu de l'amener avec Arbraculture, Hmm. donc avec mon équipe. Parce que tu vois, chez Arbraculture, on est une équipe d'indépendants. Donc en fait, Hmm. c'est un peu un entre-deux avec à la fois chacun a sa liberté. Il y a pas d'horaire, il y a pas chacun s'organise comme il veut. Ouais. Chacun va aussi gérer ses clients, mais on va pouvoir s'entraider entre nous sur nos clients les uns les autres. Par Yes. exemple, là, j'ai des chantiers, que je peux pas assurer. C'est moi qui suis en lead sur le client, mais c'est, Alex ou Chloé qui vont, s'occuper du chantier à ma place, et puis il y a aussi cet esprit de faire grandir le projet ensemble. Donc on est Hmm. vraiment ensemble à raconter la même histoire et à essayer d'élever le projet. Et en même temps, voilà, on reste, aussi, indépendant et donc c'est peut-être un peu un entre-deux, entre, Hmm. l'entrepreneuriat et l'équipe Yes. et aussi du coup, une répartition, enfin du côté, commerce également, on a plus ou moins des affinités pour le commerce, mais donc globalement, plus la boîte se développe, plus Ouais. il y a du coup, le commerce se fait aussi naturellement. Voilà, à Hmm. voir ce que ça va donner. Je connais une autre entreprise qui fonctionne comme ça et qui fonctionne très bien. Heu, voilà, je pense que ça reste assez, nouveau et j'espère que de plus en plus, à l'avenir, il y aura en effet ces possibilités-là pour en effet celles et ceux qui sont ni, dans la case entrepreneuriale, ni dans la case, Ouais. salarié, classique, et cetera. Je pense que ça va émerger de plus en plus. Ouais, c'est un modèle, c'est le modèle des collectifs qui émerge pas mal effectivement, chez les freelances et les indépendants, qui prend plein de formes. Après, il y a des personnes qui ont une SAS et qui du coup délèguent à d'autres personnes et du coup, ça forme une sorte de collectif. Il y en a qui deviennent des scopes, qui au final est un modèle, qui existait aussi avant, où, peut-être par exemple des agriculteurs se rassemblaient pour faire un projet plus grand, mais chacun restait, dans leur projet aussi. Mais j'ai très envie de creuser parce que en ce moment, mes trucs, c'est gestion d'équipe et tout, et ça me parle à fond. Mais j'ai pas envie de louper ce que tu disais tout à l'heure sur le tout début quand tu parlais de jardin et potager. Et je me demande, qu'est-ce qui fait que tu te dis, c'est la permaculture le sujet sur lequel j'ai envie de me lancer? Parce que j'ai bien compris qu'il y avait l'enjeu de la nature, l'enjeu de ne pas rentrer dans les cases qu'on t'avait vendues, des différents métiers que tu pouvais faire et ce côté un peu revanchard. Mais c'est quoi le pont entre la nature et la permaculture? J'imagine qu'il y a un moment de découverte et de révélation de putain, ce truc-là est important pour moi et pour le futur. Je veux bien que tu nous parles de ça pour faire ce pont. Alors, carrément, comment moi j'ai fait le pont? Comme je disais, c'est l'écologie qui me passionnait le plus, hein, Hmm. dans mes études, c'est la matière que je préférais et après juste après, il y avait la biologie, hein, donc biologie, sciences de la vie, écologie, sciences des écosystèmes, donc de l'interaction que crée la vie, en fait. Ouais. L'interaction des différents êtres vivants entre eux et comment tout ça, ça forme un système qui est, autonome, qui est autosuffisant, qui est résilient et ça, la terre entière n'est qu'un ensemble d'écosystèmes. Hmm. Nous, humains, on crée des écosystèmes entre nous, dans des Mhm. interactions, on est dépendants, on est interdépendants. L'humain ne peut pas survivre seul. Donc en fait, tout est écosystème. Hmm. Tout est écosystème. Donc moi, il y avait quelque chose qui me passionnait là-dedans, d'essayer de comprendre le fonctionnement de la vie, quoi. Comment ça se fait que chaque petite chose qui est à sa place, qui joue son rôle et Hmm. qui va avoir un impact sur une autre, fait que à la fin, la terre, elle tourne, quoi. La terre, elle tourne Hmm. et nous, on est capable de bon, on a aussi été capable de faire du coup, d'énormes conneries et on continue, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, ça me passionnait et ça me passionne toujours et en fait, la permaculture,
Qu'est-ce que c'est la permaculture? C'est d'abord une philosophie, prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les connaissances. Ensuite, c'est un ensemble de principes qu'on va appliquer et qu'on peut appliquer dans plein de domaines de la vie. Et puis derrière, c'est une méthode qui vise à concevoir des écosystèmes utiles. Mmh. C'est-à-dire, en fait, concevoir notre habitat humain, nos espaces extérieurs, nos espaces de vie, et cetera, tous nos espaces, justement en s'inspirant du fonctionnement de la nature, des écosystèmes naturels, pour voir comment on peut essayer de recréer nos propres écosystèmes qui vont répondre à nos besoins. Mmh. Puisque aujourd'hui, chacun de nos besoins, c'est une des causes pour laquelle on est dans cette situation-là au niveau planétaire, c'est que on a tout, mis dans des cases, hein. On va faire nos courses, au supermarché, on va, voir des amis, on va dans un bar, on va dans un truc. On n'a plus vraiment d'espace de vie ou d'espace, de production, qui soit, autosuffisant. On Mmh. fonctionne plus en écosystème. On a divisé les écosystèmes pour passer à un système plutôt on va dire, un peu binaire, un peu Ouais, siloté en tout cas. siloté, ouais, c'est ça. Heu et du coup, moi, j'ai tout de suite fait le lien entre, tiens, la permaculture, en fait, ça reprend un truc que j'adore qui est, les écosystèmes, l'écologie, hein, finalement, parce que j'aime pas du tout l'écologie, il y a un gros sens, politique, mais au final, moi, je suis vraiment sur le sens scientifique Ouais. et comment, en fait, régler les entre guillemets, «apporter une solution» par rapport à toutes les problématiques qu'on a actuelles. En s'inspirant de ça. Donc Mmh. comment en fait, ce qui m'inspire le plus dans la vie, ce qui me passionne le plus est en fait une solution pour, d'un autre côté, ce qui me pèse et voilà. Moi, j'ai un côté assez perfectionniste et du coup, j'aime bien trouver j'ai aussi un côté un peu visionnaire, un peu intellectuel. J'aime bien Ouais. trouver c'est quoi la solution qui est la bonne solution. J'aime Mmh pas les solutions qui sont mh. à moitié, quoi. J'aime pas le truc à moitié. J'aime pas les gens qui proposent des solutions qui sont pas complètes. Mmh. Alors du coup, parfois, c'est pas facile, hein, de proposer une solution qui est complète Oui. et parfois ça peut aussi être beaucoup, mais peu importe, moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé à cette époque-là. Donc Mmh. j'ai découvert la permaculture à ma première année, où j'étais au DUT, grâce à un ami qui est parti en Thaïlande pendant 4 mois et qui est revenu et qui m'a partagé ça. Mmh. C'est là où ça a été la porte d'entrée et OK. c'est revenu 3 ans plus tard, au moment où j'ai dû me poser la question avec le service civique: «Qu'est-ce que je veux vraiment faire?» et c'est là que c'est revenu, que ça a réémergé. Je me suis dit: «Tiens, la permaculture, c'est peut-être le moment d'expérimenter ça ou de mettre ça vraiment en place» et Ouais. alors pourquoi les personnes âgées? Parce que j'étais enfin, j'avais ma grande-tante qui était dans un EHPAD et je me disais: «Putain, mais c'est horrible, quoi. Mmh. Ils mangent n'importe quoi à la cantine le midi, ils les font jouer, à la belote toute la journée, alors qu'ils ont des grands espaces verts autour». Ça pourrait être un vrai lien, un vrai espace, un vrai tiers-lieu, en fait, pour Ouais. recréer du lien avec eux, le monde, la nature et cetera et bref, c'est de là d'où est venue l'idée. Je me suis dit: «OK, je vais me lancer là-dedans, quoi». Ouais et ça fait grave sens dans ce que tu dis sur les écosystèmes, parce que c'est l'écosystème social et l'écosystème naturel et c'est un des points sur un des derniers épisodes de podcast que je faisais où on se posait aussi la question de comment créer des boîtes au service du monde. Un des une des pensées qui a émergé de la conversation, c'est de dire que les entreprises dont le monde a vraiment besoin, c'est des entreprises qui prennent soin de leurs écosystèmes, notamment l'écosystème naturel, donc la terre dans laquelle on s'inscrit, et l'écosystème social, qu'on soit en local par exemple, bah, comment on prend soin de l'écosystème social autour de nous. Et j'ai l'impression que c'était spécifiquement le sujet là, c'est lier la permaculture, donc l'écosystème naturel, avec l'écosystème social, qui est malheureusement siloté entre les jeunes, les vieux. On met les personnes en EHPAD pour, pour plus qu'on s'en occupe. Et j'ai l'impression que c'était un peu ce mariage, donc ça fait grave sens avec ce que tu disais sur les écosystèmes, je trouve. Mmh. Bah, moi, aujourd'hui, c'est ce qui fait une évidence pour moi et c'est ce qui, selon moi également, est la meilleure manière de réellement faire une transition. Ouais. C'est de, en effet, ne pas siloter non plus la nature et l'humain et d'être vraiment dans comment on peut travailler sur un écosystème. C'est pour ça que je parle d'écosystème utile. Hmm. Je parlerai aussi après de paysage utile. C'est-à-dire comment on répond à nos besoins nous, humains, dans nos espaces extérieurs, dans la nature, en fait. Comment la nature répond à nos besoins? Comment on Hmm. ramène de la convivialité dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail? C'est comment on ramène aussi de l'ergonomie? Comment on ramène de la santé, du bien-être, de l'intergénérationnel, de la relation? Et en fait, pour moi, c'est ça qui fait que les gens
ont envie de s'engager et peuvent s'engager avec nous, contrairement à, beaucoup de projets qui sont seulement, entre guillemets, d'un point de vue nature. Mmh. Seulement biodiversité. On va faire un chantier participatif machin, mais pour, aménager un espace de biodiversité, ça finalement, au final, ça va vraiment être pour la nature qu'on le fait. C'est limite, on va même pas pouvoir s'y promener. Il y a pas Mmh. d'interaction avec l'humain et c'est essentiel. On en a besoin aussi, et vu tout ce enfin, on a besoin de planter énormément d'arbres, donc c'est des projets qui sont géniaux. Mais en tout cas, moi, avec Arbraculture, dans la réponse que j'avais envie d'apporter, c'était vraiment d'essayer la réponse qui va réunir le plus de gens et donc c'était ça le comment on réunit les gens et dans les projets qu'on fait, on le voit, il y a des gens qui viennent parce qu'en fait, par exemple, ils vont même dans une entreprise, vont faire leur post-club et donc en fait, ils vont venir faire leur post-club, mais dans un espace qui va être d'un coup magnifique Mmh. et du coup, ils vont être sensibilisés parce qu'en fait, ils vont voir une pomme qui va pousser sur l'arbre, ils vont voir un truc, ils vont voir les gens qui s'investissent dans l'espace et ils vont du coup avoir envie progressivement de Ouais. s'investir aussi. Ouais, et je trouve que je vais le noter parce que c'est une démarche, qui est purement entrepreneuriale, je pense, et qu'on doit toutes et tous, garder en tête. C'est que créer une boîte, c'est effectivement chercher à répondre à des besoins, identifier des problématiques et répondre à des besoins. Et là, je trouve que ce que tu illustres, c'est de dire que c'est important, même sur des sujets qui vont dans le sens de, préservation de la nature, tout ce dont on a besoin pour la transition et la lutte contre le changement climatique. Il faut aussi prendre en conscience que, bah, les êtres humains vont vivre avec ça et que embarquer les gens dans cette transition, pardon, c'est se poser la question des besoins qu'on cherche à répondre. Et aujourd'hui, on a des stratégies qui sont peut-être écocidaires, on va utiliser ce mot-là, pour remplir ces besoins, mais qu'il y a d'autres stratégies pour remplir ces mêmes besoins qui, en fait, prennent soin de l'écosystème. La permaculture est une approche pour, quoi. Hmm. Et ce que tu disais, enfin, sauf si tu as envie de rebondir, mais il y avait un truc que j'avais noté en parcourant votre site et en regardant où, en gros, tu redéfinis un peu ce que c'est la permaculture en disant que c'est le principe d'imiter les écosystèmes naturels pour produire. Et du coup, bon, on peut voir le sens très littéral du produire des fruits et des légumes dans un potager. Mais je trouve que c'est hyper intéressant aussi de se dire, bah, comment on imite les écosystèmes naturels, évidemment dans le respect de, comme tu le dis pareil, des hommes et de la biodiversité, mais pour produire d'autres résultats, comme par exemple, bah, produire le remplissage de tel ou tel besoin, mais aussi au sens entrepreneurial ou économique du terme, produire des résultats pour une entreprise. Et je trouve que bah, en fait, ça me semble tellement logique, aussi parce que du coup, je connais un peu la permaculture, mais de se dire que la nature fait si bien les choses et on se prive de ce qui est presque le plus grand centre de recherche et développement disponible, qui a mis des millénaires et des millénaires à mettre sur point une sorte de machine parfaite, entre guillemets, quoi. Mmh. Ah bah, c'est exactement ça, hein. La richesse, enfin, c'est là où il y a besoin de la sensibilisation et de revoir les choses. C'est qu'on voit encore beaucoup la nature comme, une contrainte, comme quelque chose à entretenir, comme quelque chose, Hmm. tout ce qui est dès qu'on va toucher à l'espace extérieur, au final, bah, c'est ça, hein. Ouais. C'est systématiquement, cette vision-là, alors que, c'est tout l'inverse. Alors que c'est tout l'inverse. Et donc c'est vraiment une transition sociétale que de devoir reconsidérer notre rapport entre nous et notre rapport avec la vie, avec, avec nos écosystèmes, avec, nos espaces extérieurs, avec la nature, pour pouvoir aller à quelque chose de mieux, quoi. En fait, Hmm. là, on est en train, pour moi, d'être dans une transition du mieux vivre. On est, Hmm. parfois, on entend, oui, on revient, enfin ouais, les hippies là, ils veulent revenir à l'âge de pierre, ils veulent, donc en fait, on entend beaucoup, ce côté, ah, en fait, quand être écolo et cetera, ou tout le mouvement, écolo machin, ça veut dire, revenir à des choses rudimentaires, la sobriété, c'est bien, mais moi j'aime bien, regarder la télé, enfin, tu vois? Et alors que c'est complètement l'inverse, en fait. Hmm. C'est complètement l'inverse, c'est vraiment atteindre un stade de vie bien meilleur. Quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes en dépression, Ah ouais, le c'est. nombre de cancers, le nombre de enfin, à quel point les gens sont malades, quoi.
les gens sont malades et à quel point en fait, tout ça, ça nous permettrait en tout cas de, au contraire, être en meilleure santé, de sourire à nouveau, enfin Ouais. de vivre à nouveau en lien et non pas, entassé quoi, hein. Aujourd'hui, Ouais. on vit un peu entassé, mais on n'est plus en lien, quoi. Mmh. Et j'ai l'impression que, comme tu le disais, ça vient beaucoup d'une question d'imaginaire et de perception de soit je suis séparé de la nature et la nature est quelque chose d'extérieur à moi que je dois effectivement contrôler pour survivre. Et moi, je l'ai vu, j'habite dans un petit village en Corrèze et on n'a pas trop tondu notre pelouse cet été parce que bah, on sait que ça recrée de la vie et du coup, on a gardé que des petits espaces. Et les voisins autour de nous et les voisines étaient pas très contents parce que ah, ça va attirer les vipères et tout machin. Et genre, certains voisins, ils tondaient la pelouse tous les jours pour contenir une sorte de certain niveau, quoi. Et on voit qu'il y a cette espèce de combat contre la nature qui pousse. À l'inverse, comme tu dis, je pense que l'enjeu, c'est de se considérer comme faire partie d'eux et que ça change tout dans nos comportements ensuite. Si on est séparé ou si on fait partie d'eux, on fait pas les mêmes choses. C'est ça et il y a une notion qui est importante, en fait, pour moi et ça, c'est une question de perception, mais c'est la notion de la sécurité. Hmm. Quand est-ce que je me sens en sécurité? Et en fait, est-ce que je me sens en sécurité en faisant partie de la nature? Ou est-ce que je me sens en sécurité quand je ne fais pas partie de la nature? Et je Hmm. pense que le problème de la société aujourd'hui, c'est qu'à travers, l'éducation et à travers l'environnement dans lequel on grandit, la plupart des gens se sentent en sécurité quand ils ne se sentent Hmm. pas dans la nature. Hmm. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on grandit, on voit la nature nulle part, en fait. Ouais. Quand on regarde moi, je regarde par la fenêtre, je vais, en campagne, je ne vois la nature nulle part. Aujourd'hui, la tout ce qu'on connaît aujourd'hui ici, tout a été conçu par l'humain. Ouais. Tout est conçu. C'est-à-dire Domestiqué, qu'on quoi. ne voit la nature nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des petites zones un peu sauvages, d'accord? Mais tout ça, ça a été terraformé. Tout ça, ça a été aménagé. Chaque Hmm. champ, chaque bois, chaque ville, chaque village, tout ça, ce n'est rien de ce qui reste de la nature. Le seul endroit où on peut encore voir la nature telle qu'elle est et telle qu'elle a toujours été, parce que entre guillemets, elle a jamais été détruite, donc c'est toujours l'œuvre de la nature et là où elle en est arrivée dans son évolution, c'est la forêt primaire. Hmm. C'est uniquement en forêt primaire qu'on peut voir ça. Et donc déjà, tu vois à quel point le problème est là. Enfin, si tu nais dans un monde artificiel, c'est un peu Matrix, hein, mais aujourd'hui, nous, on est dans un monde artificiel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui fonctionne d'une certaine manière, mais nous, on l'a modelé, on a fait un peu on est un peu les Lego, quoi. On a fait nos Lego, on a fait notre ville, quoi, nos villages, etc. Donc forcément, on ne voit pas la nature. Donc déjà, si on ne la voit pas, on ne peut pas la comprendre. On n'explique pas non plus comment fonctionne la nature. On explique que bah, culturellement, il faut tondre un gazon, comme tu dis. Ouais. Le gazon est tendu, les arbres, il faut les tailler. Quand ça devient un peu trop gros, c'est Ouais. dangereux, tu vois. Que voilà, tout est danger. Et que quand tu vas te promener en forêt, voilà, il faut faire attention. Enfin, voilà. Les Donc sangliers. forcément, tout ce qui part de ça, le sentiment qui part de ça, c'est je me sens en sécurité quand je suis pas Hmm. dans la nature, quand je suis et en fait, le problème est là, tu vois? Ouais. À partir du moment où tu te sens en sécurité quand tu es dans la nature ou quand tu fais partie de la nature, beh, je peux te C'est dire que tu peux pas vivre en ville, quoi. En bah, fait, les ouais. villes telles quelles, tu ne peux pas y vivre et donc tu es obligé de «forcer» entre guillemets le réaménagement, la transition des villes pour y amener la nature, pour ramener la Mmh. nature en ville et donc te sentir en sécurité. Ah! Et ben, Ouais. moi c'est le cas, tu vois? Enfin moi je me sens pas en sécurité en ville, tu vois? Ouais. Moi je suis en et ce qui est, je pense, intéressant d'observer, c'est que la plupart des gens qui sont malades, qui sont, déprimés et cetera, c'est aussi pour cette raison. C'est Ouais. que inconsciemment, ils ont besoin, profondément en fait d'être au contact de la nature et ils le sont pas. Ouais. Il y a une déconnexion profonde entre, ce besoin d'être en lien et d'être dans la nature et le fait que leur mode de vie, il est pas du tout adapté à ça et ils sont effectivement dans du béton tout le temps, et je pense qu'il y a des gens, ils passent leur vie entière, effectivement à vivre dans des endroits urbains et dans la ville, quoi. Et oui et ils ne
comprennent pas, ils ne connaissent pas ce que c'est vraiment la nature Ouais, c'est fou. et ils ne connaissent pas ce que c'est le quelque part le monde qui nous a accueillis, le monde qui a accueilli l'humain. Ouais, C'est parce que c'est ça, sinon on a pu, vivre si on peut vivre aujourd'hui sur terre et si on a pu, si on est l'espèce qui a pu arriver sur terre, c'est grâce à ça, en fait. C'est grâce à de tout ce fou. qui était déjà là et ce qui continue d'être là et le jour où il y en aura plus, c'est pareil, nous aussi on disparaît. Mais pour autant, il y a pas forcément le rapprochement qui est fait. Quand tu es en ville, tu peux respirer. Enfin, ouais, parfois Ouais, ça pue un peu les pots d'échappement, mais tu peux respirer, il y a pas de souci, grâce aux océans, grâce aux forêts, tu vois? Mais ouais, ouais, moi, c'est ça qui peut me sidérer et bah, je citais Matrix avant, mais c'est exactement ça. Enfin, on est là-dedans. c'est ouf. Et moi, je le vois parce que j'ai conscience, en fait, de ça, tu vois? Mais parfois, c'est dur. Parfois, c'est Bah, dur ouais, d'avoir conscience des choses, tu vois? Parfois, je préférerais, je sais pas, être dans la matrice et c'est tout, ne rien voir, quoi, tu vois? c'est clair. Parce que parfois, c'est pas facile. Bah, la prise de conscience, elle est violente et je pense que, je sais pas dans ton entourage, mais dans le mien et je sais que les personnes qui écoutent ce podcast sont aussi particulièrement touchées par ça, l'éco-anxiété, le fait de d'avoir une confiance variable dans ce que va donner le futur. J'ai regardé une interview récemment sur les imaginaires justement de Alain Damasio sur Blast qui m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est dur quoi, de se dire, il y a des choses, heureuses, qui vont arriver dans le futur alors que, toutes les infos, sont sont plutôt au rouge pour l'instant. Donc ouais, c'est dur cette prise de conscience et de regarder la chose en face et se dire: «Comment on change les choses?» Et c'est peut-être là où on commence à basculer ensemble aussi sur, ce que vous faites pour, j'imagine, te sentir dans le mouvement de comment on change les choses. Tu dirais que c'est quoi? Une fois que tu as cette philosophie que tu partages avec la permaculture, donc imiter les écosystèmes naturels, produire mieux dans le respect de l'homme et de la biodiversité, se sentir faire partie de la nature et être en sécurité dans la nature, à ton sens, ça impacte comment la manière dont tu mènes ton projet d'entreprise, par exemple, ou dont ça pourrait influencer d'autres entreprises? Mmh, est-ce que tu veux que je parle de ce qu'on fait avec Tu Permaculture peux, avec mon tu peux entreprise? l'illustrer, par Ou exemple, par ce que vous ouais. faites. Ouais. En gros, ce que j'essaie de comprendre, c'est, pour moi, par exemple, je suis entrepreneur, je suis aussi convaincu de ça que toi. Mon sujet, c'est peut-être pas la permaculture, mais j'ai envie d'incarner cette philosophie pour faire mieux. Par où je commence, c'est quoi les réflexions, et peut-être qu'on part de ce que vous faites et qu'on peut étendre ensuite, ouais. Mmh. C'est sûr qu'il existe aujourd'hui, plein de manières de s'engager, en fait, dans une transition, enfin, dans cette transition et c'est aussi pour ça que parfois c'est pas facile de savoir quoi faire, de Ouais. savoir dans quoi j'ai envie de m'investir. Hmm. Parce que chaque investissement, bah, c'est du temps, c'est de l'énergie et donc quelque part, c'est bon de réfléchir aussi avant de s'investir, où, s'investir Hmm. et moi, j'ai aussi rencontré des gens qui, avaient envie de s'investir et en fait, sont investis dans plein de trucs et au final, s'épuisent et à un moment donné, ne se respectent plus, entre guillemets, «ne respectent plus leur écologie intérieure» ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc là-dedans, il y a une question d'équilibre aussi à trouver. Hmm. Moi, je dirais que pour, c'est ce que je conseille aujourd'hui d'ailleurs à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est partir d'une passion, partir de quelque chose qui fait vibrer, qui Hmm. donne vraiment envie d'agir et choisir aussi une problématique qui me touche peut-être plus qu'une autre Hmm. et comment je peux faire un pont entre les 2, Ouais. entre, en fait, cette problématique et ma passion et après amener du coup un 3e élément qui va être bien l'idée un peu, entrepreneuriale ou l'idée, Ouais. la solution, hein. Mais donc trouver une solution qui peut-être, rejoint ces 2 choses-là. Hmm. Voilà, dans mon cas, tu vois, c'était comme je t'expliquais les écosystèmes, la nature et puis, l'envie de faire changer cette société, de faire changer tout ça. Ouais. Et donc nous, la solution qu'on apporte, qui peut être appropriée pour plein de gens et comme je t'ai expliqué, moi j'ai envie que ce soit une solution qui touche justement le plus de personnes, hem, c'est la transition paysagère. Hmm. Donc en fait, c'est comment on transforme nos paysages en paysages qui soient utiles et naturels. Ouais. Comment on transforme, que ce soit en ville ou en campagne, sur des tout petits espaces ou des grands espaces, comment on va ramener de l'utilité là-dedans? Hmm. Pour nous, pour du coup s'y reconnecter et comment on va amener de la nature
parce que c'est aujourd'hui, c'est voilà, c'est indissociable. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous, on propose aux gens de s'engager avec nous là-dedans. Mmh. Heu, on a créé donc aussi une communauté pour que les gens puissent participer avec nous à nos projets. Par exemple, là, ce week-end, là, demain, j'ai un chantier participatif dans un bar brasserie OK. avec à la fois les salariés, du bar, de la brasserie, plus des clients, plus des gens des habitants, des alentours qui vont venir passer la journée avec nous Trop bien. pour aménager, les espaces extérieurs de la brasserie et puis après, ben, faire une petite dégustation de bière, tout ça, parce que convivialité et Ouais. utilité, enfin, tu vois, heu, ce qui fait qu'il y a aussi une dégustation de bière, ça fait aussi venir des gens qui vont après venir planter, qui vont venir Et qui aménager sont sensibilisés et cetera, du coup, et par qui ça aussi, ouais. Mmh. exactement. Ouais. Et puis dimanche, pareil, là, j'ai un autre chantier où là, on est sur un autre espace et là, il y a encore d'autres personnes qui vont pouvoir venir s'investir. Nous, aujourd'hui, on propose déjà ça, de dire: «Bah, venez avec nous». Chaque espace aménagé, c'est déjà un paysage transformé, c'est déjà un paysage transformé Mmh. et on a cette ambition, à plus long terme de pouvoir, proposer à des villes, heu enfin moi j'ai vraiment un rêve, c'est de faire grandir cette communauté, de tous, s'engager là-dedans et à un moment donné de pouvoir frapper à la porte d'une ville et dire: «Bon les gars, là il y a 300 personnes demain qui débarquent, on aménage toute la ville, c'est parti». Mmh. Et en fait nous on est là pour encadrer, on boum et ça c'est un peu le Mmh. le rêve qu'il y a, derrière ça et c'est aussi pour ça qu'on est en train d'écrire tout un manifeste justement pour essayer d'embarquer un maximum de personnes avec nous là-dedans, que ce soit Ouais. des gens, des entrepreneurs, entrepreneuses ou des collectivités, des assos et cetera, quoi. Ouais. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est le sujet même de ce pourquoi vous œuvrez et de ce que tu vends et de votre service produit. C'est quelque chose au service de, une partie, en tout cas, de ce qui, à notre sens, doit changer. Et du coup, c'est là où bon, c'est peut-être la première réflexion de se dire: «OK, tu as envie d'être au service de la transition avec ta boîte». Peut-être qu'il y a déjà, comme tu disais, une problématique et quelque chose qui te passionne, qui crée un service en lui-même qui est au service et là, c'est ce que vous faites, en transformant les espaces des entreprises comme la brasserie ou d'autres entreprises que vous accompagnez. Allez le faire aussi de plus en plus dans, les lieux publics avec les villes, aider les particuliers à le faire chez eux aussi. Je sais que vous avez toute une partie là-dessus. Et effectivement, tout ça, ça fait que bah, la somme de tous ces individus touchés, qui touchent aussi d'autres individus par derrière, ça crée une sorte de masse critique qui embarque les gens dans une nouvelle approche. Du coup, ouais, ça c'est un premier point, c'est de se dire, bon ben voilà, quelle problématique et quelle solution j'apporte qui, en elle-même, est au service d'eux. C'est ça, c'est celle que j'ai choisie personnellement, c'est celle qui me parlait le plus, qui me paraissait aussi, la plus pertinente par rapport au contexte actuel. Ouais, Mais bien sûr, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres et donc voilà, comment je vais trouver avec, en toute mesure, tu vois, il y a quelque chose un peu de moi, j'ai un peu quelque chose de un peu de grand, enfin, j'aime bien voir grand, j'aime bien être ambitieux et cetera ouais, et voilà, ça c'est mais ça aussi, c'est moi, c'est aussi ça et après, on n'a pas besoin de voir grand, enfin, tu vois, je peux aussi créer, je sais pas, une petite épicerie, hmm, dans un quartier et où en fait, ça va complètement changer la vie du quartier. Enfin, tu vois, genre dire juste grave. moi avec ma petite épicerie et puis je vais créer des choses, peut-être des animations, des petites, guinguettes, des concerts, le soir dans mon épicerie, et en fait ça va recréer une vie dans le quartier. Puis d'un coup, en fait, après on va avoir envie avec les gens du quartier de autour de l'épicerie, de réinvestir un peu les trottoirs, d'appeler la ville, de dire: «Tiens, est-ce qu'on pourrait pas un peu végétaliser là Ouais, autour?» et en fait juste ça peut être aussi hyper, hyper, inspirant et ça peut montrer que à en fait, c'est la toute petite échelle, ça peut avoir un très gros impact à partir du moment où en fait, c'est hyper incarné, hmm, c'est rayonnant, quoi, tu vois? Pour moi, c'est ça qui est important, c'est pas forcément dire, «Il faut voir tout à grande échelle, il faut forcément que je trouve une solution qui apporte machin». C'est vraiment trouver quelque chose qui fait vibrer et qui fait en sorte que toi, tu vas être dans une énergie de ouf, quoi, ouais. parce que tu vas kiffer ce que tu vas faire et du coup, le fait que tu vas kiffer, ça va, boum, forcément avoir un impact de dingue autour de toi, quoi. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un des endroits sur lesquels je voulais venir, c'est ce que tu disais plus tôt dans notre conversation sur les principes de la permaculture, à mon sens.
il me semble qu'il y en a 12, mais qui sont sur 3 catégories: soins à la terre, soins aux gens, aux êtres humains et partage équitable. Tu en as un peu parlé tout à l'heure. Et là, j'ai l'impression que dans l'exemple que tu donnes, effectivement, même si c'est à plus petite échelle et c'est déjà incroyable, il y a le côté soin à la terre en fonction des produits que tu as dans l'épicerie. Il y a le côté soin aux gens, comme tu disais, de redynamiser un quartier ou de ramener de la vie et du lien social à cet endroit-là. Et j'ai l'impression que ça rentre un peu dans ces familles des principes. Et je serais curieux d'entendre enfin ouais, comment tu appliques ça, parce que je pense que ça s'applique de base à la permaculture en tant que pratique dans le potager, mais aussi à n'importe quelle entreprise. On pourrait reprendre les mêmes principes et se dire, OK, comment je fais ces 3 catégories et les Mmh. principes qu'il y a à l'intérieur. Ah, c'est ça et tu vois, le troisième principe, c'est partager les ressources et les connaissances. Il p Et dans notre exemple là d'épicerie, il pourrait très bien y avoir un espace de troc où les Ouais. gens, ils viennent et puis ils mettent des choses et puis les gens, ils ou alors avec un tarif, solidaire pour qu'il y ait aussi des personnes qui n'ont pas les moyens qui puissent acheter des choses. Enfin, tu vois? Mmh. Heu, Là, on est vraiment dans aussi donc un des 12 principes de la permaculture, c'est un élément remplit plusieurs fonctions et c'est important de voir les choses comme ça. En fait, Mmh. on va dire que dans l'entrepreneuriat un peu ancien, je dirais aujourd'hui, les dinosaures de l'entrepreneuriat et puis il faut le voir comme ça, hein, faut créer la réalité, hein, de Grave, et grave. puis C'est has-been, cet ancien monde. complètement has-been, on ouf et puis dans le système aussi industriel, c'est un produit, une finalité, un chiffre d'affaires généré, quoi, tu vois? Il y a un peu un truc genre Mmh. un produit, 30 000 déchets et à la fin, oh, chiffre d'affaires positif sur le tableau, si on regarde que Mmh. cet aspect-là et donc on est vraiment sur, tu vois, enfin bref, je vais faire, un parfum et en fait, je vais faire tout ça pour arriver à mon parfum. Je vais le marketer comme ça à la fin pour réussir à le vendre et après je vais le vendre. Bon, en fait, aujourd'hui, je trouve que toutes les nouveaux projets entrepreneuriaux doivent intégrer plusieurs dimensions pour réussir. Mmh. Même quand on me dit: «Ouais, ouais, je veux être maraîcher et cetera», mais maraîcher, on gagne pas sa vie, ça c'est trop dur, c'est machin et cetera. Mais oui, parce qu'en fait, si tu ne fais enfin, en tout cas, c'est pas facile. Si tu veux être maraîcher ou maraîchère en mode uniquement je vais, juste produire des légumes, vendre des légumes, point, et ben, ça va pas être facile. Mmh. Ça va pas être facile dans la société actuelle et pour amener une solution qui est durable et ben, c'est beaucoup on est plus dans cette idée un peu de entre guillemets de «tiers-lieu». Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les futurs maraîchers, futures maraîchères, c'est aussi des gens qui vont permettre de recréer du lien Mmh. localement, que ce soit dans un village, dans un quartier, qui vont recréer du lien, qui vont pouvoir faire des événements, pouvoir faire des spectacles, Ouais. ramener de la culture. Parce que ça aussi, plus il y a de culture, plus il y a d'art, plus les gens s'éveillent aussi, tu vois? Et la Heu, transmission de savoir aussi la qui va avec, transmission, enfin, il y a plein de choses. faire des ateliers, de la pédagogie, faire des visites Mmh. avec les écoles, tu vois? Et ça, c'est ce qui fait qu'un maraîcher et une maraîchère demain va réussir. Parce qu'il va Mmh. s'intégrer sur son territoire, il va recréer du lien, il va pas seulement produire des légumes, quoi, tu vois? Et donc et c'est pareil pour n'importe quel entrepreneur. Aujourd'hui, il faut pas juste produire du fric, il faut pas juste trouver une solution pour trouver du fric, c'est comment en fait je vais amener en fait plein de choses, comment je vais aller au bout de mon concept, comment je vais pouvoir exploiter ça au bout et en vivre parce qu'évidemment, il y a un équilibre énergétique et il faut que je puisse en vivre, à la Ouais. mesure, qui m'intéresse. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est aussi la notion d'écosystème finalement. C'est que toutes les choses que je fais dans mon projet se nourrissent les unes les autres et ça devient une sorte d'écosystème vivant au service d'une finalité, mais qui n'est pas atteignable par une seule voie unique. Tu vois, l'exemple qui me vient en tête aussi, c'est je suis prof de yoga, je fais que donner des cours de yoga. C'est un modèle qui est ultra dur à tenir parce que ça demande à faire genre, je sais pas, 6 cours de yoga tous les jours, toute la semaine. C'est hyper fatigant de faire comme ça. Alors que si on conçoit un écosystème avec, oui, les cours, mais aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent aller autour. Comme tu disais dans l'exemple avec le maraîcher, bah, ça fait un écosystème hyper pertinent et différent pour chaque être humain aussi, parce que la finalité, comme tu disais tout à l'heure, entre problématique, passion et la solution unique qu'on apporte, bah, ça va créer de la différence et donc de l'intérêt pour les projets aussi, parce que ça part plus de l'unicité que de qui je suis et comment je projette ça sur un écosystème entrepreneurial, plutôt que je me conforme au métier et je fais ce qu'on me dit que le métier doit faire. Exactement, ouais, c'est ça et c'est là amener donc là, c'est un principe numéro 12 de permaculture, être créatif face au changement et donc là, aujourd'hui, il faut Mmh. réinventer les choses, il faut oser être créatif, il faut oser casser un peu les concepts. Mmh. Heu et donc pour illustrer, parce que j'ai pas vraiment répondu à ta question, nous,
en entreprise, un petit peu. En fait, pour peut-être dire c'est quoi un projet. Enfin, je sais pas si c'est le moment ou pas d'expliquer un peu nous, Arboriculture, comment on accompagne un projet. Ouais, grave, parce que j'imagine qu'il incarne en plus les trois grandes familles qu'on a dit là, donc fonce. C'est ça, c'est ça. Donc nous aujourd'hui, bah, déjà on essaie d'accompagner tout type de projet pour montrer que, bah, cette transition, elle est possible à tous les niveaux et elle doit se faire tous ensemble. Donc Mhm. que ce soit les particuliers, les collectivités, les bailleurs, les entreprises, les écolieux, enfin on a déjà accompagné tout genre de projet. Et dans une entreprise typiquement, souvent les entreprises elles ont des espaces extérieurs. Ouais. Souvent il y a des bureaux de ça, il y a des espaces extérieurs, que ce soit une terrasse ou carrément, des espaces verts et cetera. Hmm. L'idée, c'est déjà, nous, quand on arrive, de commencer par rencontrer les collaborateurs, les collaboratrices et faire un peu une sorte de petite conférence interactive pour leur expliquer, nous, un peu notre philosophie, la permaculture, et cetera. Et puis rencontrer un peu, eux, leurs besoins et de là, leur proposer, OK, est-ce que ça vous dirait de partir dans un projet, justement, de transformation ensemble là, de vos espaces. Hmm. De là, il y a ce qu'on appelle un groupe cœur qui se crée, euh, puisque on va dire que la plupart du temps, les gens, quand ils nous appellent au départ, parce qu'on y voit permaculture, ils se disent OK, potager. Donc ils se disent OK, Ouais. on va faire un potager en entreprise. Et alors, nous, on leur dit toujours non, 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 non. Parce que justement, là, comme tu le disais, voilà, c'est le maraîcher qui veut que vendre des légumes. C'est pas une solution complète Ouais. de dire je vais faire un potager en entreprise. Est-ce que mes salariés, ils ont vraiment envie d'avoir un potager? Hmm. Yes. Pour qu'ils s'en occupent, comment est-ce qu'en fait, ils doivent s'organiser entre eux? Ouais. Bref. Donc déjà, on va créer ce groupe cœur avec les gens les plus motivés qui ont envie en fait de mettre du temps et avec eux, on va déjà trouver un peu un rythme et un fonctionnement. Donc la première chose sur laquelle on travaille, c'est l'humain. C'est de Hmm. dire comment on s'organise entre nous, comment on fonctionne en fait pour se réunir, pour faire avancer ce projet, comment on décide ensemble, quel mode de gouvernance et voilà, et à quelle fréquence, etc. Avec ce groupe-là de personnes un peu plus engagées que les autres, eh bien on va, première étape, poser les questions. À quel besoin est-ce que vous avez envie de répondre dans vos espaces éteints? Yes. Si tout était possible, à quel besoin? Donc déjà, eux, ils sortent de la matière et après, ils vont poser la question à leurs collègues, et cetera. On fait passer des questionnaires ou des choses comme ça. Et de là, on a déjà un peu une étude de, OK, voici tel, tel, tel besoin. Ah ben tiens, en Hmm. fait, il y en a qui ont envie de mettre les mains à la terre, qui ont envie de produire des légumes. Ah OK, bon bah, tiens, OK, donc les potagers, pour le coup, ça pourrait être adapté. Ah, il y en a qui veulent pouvoir aller fumer dehors. OK. Il y en a qui veulent se garer. Bah oui, ça fait Hmm. partie des besoins. Il y en a qui veulent pique-niquer dehors, pouvoir manger, etc. OK. Il Hmm. y en a qui veulent juste prendre leur café. Il y en a qui veulent avoir un espace au calme, pouvoir faire la sieste Hmm. tranquillement à l'ombre d'un arbre. OK. Il y en a qui veulent pouvoir se promener. D'accord. Hmm. Tu vois. Et là, on va vraiment lister tous les besoins. Il y en a qui veulent jouer, qui veulent pouvoir jouer au molki ou à la pétanque, tu vois. On va vraiment lister tous ces besoins. Et bien sûr, en fonction de l'espace, de la grandeur des espaces, après, il va falloir prioriser un peu les besoins. Ouais. Donc la deuxième étape, nous, ça va être d'observer les espaces avec les salariés. Tiens, qu'est-ce qu'on a en fait? Quelle orientation? Quel type de sol? Quels sont les vents dominants, les accès, les bordures, les points de vue, et cetera, et cetera, et comment on va du coup, analyser toutes ces observations. Donc Hmm. ça, c'est principe numéro un en permaculture, observer Observer. et Hmm. interagir. On interagit après l'observation. Et donc de là, on va partir dans la conception, ce qu'on appelle le design en permaculture. On va pouvoir concevoir étape par étape avec le groupe cœur et avec du coup après les autres collaborateurs, collaboratrices, leurs espaces en fait. Et c'est eux qui vont concevoir en fait. Et Hmm. donc ça, c'est la première étape de notre accompagnement. Ça, on arrive à la fin avec une présentation devant l'ensemble des équipes. Bah voilà le projet qui a été pensé. Et puis du coup, est-ce qu'on valide, est-ce qu'on y va quoi. Ouais. Deuxième étape, eh bien, c'est l'aménagement. Et donc là, en fait, on fait du chantier participatif. Ce sont encore une fois donc les collaborateurs et les collaboratrices en mode team building qui vont aménager avec nous, qui vont planter, qui vont construire les bacs, les tables, les choses, pergola, etc., etc. Et comme ça, on va ensemble aménager dans la convivialité. Le midi, on fait une auberge espagnole, tout ça. Et dans la pédagogie, les gens vont s'approprier leur espace. Ça va être leur Hmm. entreprise, leur espace extérieur, c'est leur arbre, ils ont planté, ils vont aller le voir, etc. Et en plus, il y a vraiment une satisfaction du avant-après. En une Bah ouais. journée, on aménage des trucs, c'est assez incroyable, quoi. Et la dernière étape de notre accompagnement, ça va être de suivre ce collectif, de suivre ce projet jusqu'à une autonomie. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects sur lesquels on doit accompagner ce genre de projet. Le premier, c'est la technique, tout simplement. Former les gens à savoir cultiver tous les mois s'il y a des espaces de potager, entretenir les espaces, tailler les arbres fruitiers, tailler les choses.
donc tout l'aspect technique. Et la deuxième, c'est l'aspect humain. Et c'est là où souvent on oublie d'activer cet aspect-là. Et c'est celui qui fait que ça réussit ou pas, quoi. C'est vraiment cet Mmh. aspect-là qui fait que ça réussit ou pas. Donc c'est comment on anime le lieu, comment on, on l'entretient entre nous, donc comment on s'organise pour l'entretenir. Ouais. Est-ce que c'est entre midi et deux? Est-ce que c'est à la fin du boulot, machin? Et comment du coup on va le faire durer dans le temps. Mmh. Ça c'est vraiment la deuxième partie sur laquelle on accompagne, ce qui fait qu'après le projet est durable. Ouais. Voilà un peu nous la promesse et la solution qu'on essaie d'apporter, que ce soit en entreprise ou ailleurs, hein. Mais en entreprise, il y a énormément de possibilités et tous les gens qu'on va toucher, qui Bah, vont ouais. nous accompagner sur un projet comme ça, derrière, ils peuvent aller faire ça chez eux, dans leur jardin, Ouais. ils peuvent, rayonner ça, en fait, autour et c'est ça qui est vraiment génial. Et c'est ça, je trouve, enfin voilà, il y a plein de points dans toute la démarche que tu viens de nous présenter qui touchent aux différents principes dont tu parlais, et c'est cool que tu les nommes aussi au fur et à mesure. Mais je trouve que c'est là où la famille de principes sur le partage équitable devient tellement intéressante. C'est qu'en fait, il y a des effets papillons, heu, de démultiplication qui sont incroyables une fois qu'il y a ce partage du savoir. Et ça va aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur silo vs faire partie. C'est que quand c'est, comme tu dis, les équipes elles-mêmes et les salariés eux-mêmes en mode euh, euh, collaboratif qui construisent, qui plantent, qui entretiennent, ça fait qu'ils ont ces compétences pour les réutiliser dans plein d'autres endroits. Et le projet fait des bébés, entre guillemets, là où il y aurait très bien pu y avoir une version de ta boîte où c'est bah, on arrive, on vous fait le taf, vous partez le vendredi et vous revenez le lundi et tout est fait. Et ça n'a pas du tout les mêmes impacts Mais à long ouais. terme, quoi. Bah, enfin, vraiment, je te remercie de mettre le doigt là-dessus parce que c'est malheureusement aussi ce que beaucoup font. Enfin, il y a beaucoup de, entre guillemets, de start-up et de boîtes qui se lancent sur cette, entre guillemets, cette mode de ah bah Hmm, oui, on va faire des potagers au carré, vous vous occupez de rien, votre potager il est fait, et puis vous avez des petits paniers de légumes. Et en fait, moi je trouve ça vraiment dommage et je trouve qu'il faut faire attention parce que la différence entre les 2, les gens parfois ils rapprochent, tu vois? Ils se disent: «Ouais, c'est la même ouais, chose», alors qu'en fait ça n'a rien à voir quoi, c'est tu vois? clair. Parce que nous, enfin des projets comme ça, même, en ville, hein, parfois les mairies: «Allez, on va faire un jardin partagé, machin». Au bout d'un an, tu reviens, le truc il est en friche, il y a personne qui Bah s'en ouais, occupe, par contre ça a fait beau à un moment donné, des élections, «Oh regardez, jardin partagé, ah oui c'est bien». Et en fait la différence, elle est folle parce que quand tu retournes sur un des projets qu'on a mené, quand tu vas sur un projet qui, tu vois, qui continue de s'améliorer et de vivre sans nous, ouais. en fait, c'est un vortex le truc. C'est un vortex, ça attire les gens. Hmm, Enfin, moi, je vois les espaces qu'on a aménagés créer en fait une transformation locale des consciences, tu vois. Les gens ouais, qui arrivent sur le lieu, une fois qu'il est aménagé, une fois qu'il s'est terminé, ils comprennent bah ouais, parce qu'ils comprennent par la juste en vivant, en étant sur place, ils comprennent, tu vois? Alors que, et ça a un vrai impact sur justement la société et sur la transition. Parce qu'encore une de fois, c'est ouf. chaque personne, chaque individu qui va prendre conscience et qui va comprendre réellement, qui va avoir derrière des vrais impacts dans sa vie. Ouais, Alors que l'entreprise où tu as, un abonnement parce que tu as un jardinier qui vient de cultiver tes légumes, bah, ils comprennent rien en fait, tu vois? ouais. Et Les salariés qui ça sont là, ils change pas comprennent grand-chose au rien final. et ça on reste dans un système de consommation, Hmm, tu vois? Et on n'est pas acteur, en fait, ou ouais, actrice, tu vois? Donc c'est voilà, moi je mets vraiment la vigilance là-dessus, aux entreprises, qui sont en recherche de ce genre de solution, d'aller chercher la pertinence aussi là-dedans et de parfois faire attention à ne pas être justement encore dans une fois dans un système de pure consommation, quoi. ouais, de fou. Mais je pense que c'est aussi hyper dur, tu vois, de sortir de ce paradigme, notamment pour des gens, je sais pas quel âge tu as, mais tu vois, nous on a grandi dans ce paradigme de les choses sont silotées, tu as besoin de quelque chose, tu vas chez la personne qui le fait et tu le ramènes chez toi et tu sais jamais comment ça se passe. Et tu vois, je voulais peut-être même atterrir sur cette question de si on pousse le truc plus loin sur désiloter, partage équitable des savoirs, est-ce qu'il y a un monde où tu te dis, ça serait pertinent qu'on revienne oui, je sais pas si c'est revenir ou avancer, mais qu'on soit dans un endroit où chacun et chacune d'entre nous, on sait se nourrir de manière quasi autonome, gérer un potager du coup par exemple. Enfin voilà, qu'on acquiert un peu de tous les savoirs plutôt que de se ultra spécialiser sur des tout petits savoirs uniques, ce qui nous rend dépendants des autres.
là où du coup on voit que certains circuits d'acheminement se pètent. Enfin, je suis hyper curieux, tu vois, à quoi ça va ressembler le futur. Est-ce que tout le monde devrait avoir un potager et être à 80% autonome sur sa nourriture? Enfin, je suis curieux de ce que tu en penses si on tire le trait de cette réflexion de désiloter dans la suite. Ouais, bah écoute, je te remercie de la proposition. La question est intéressante. Euh, En fait, tu vois, la nature, elle tend toujours vers l'équilibre, Hmm. mais en fait, elle l'atteint jamais. D'accord? Hmm. Mais elle tend toujours vers l'équilibre. Et je pense que nous, c'est pareil, on tend toujours vers l'équilibre, on l'atteint jamais. Je pense que la notion d'équilibre, elle est importante. Hmm. Et il faut faire attention justement à ne pas s'engouffrer dans des. Aujourd'hui, on aimerait bien avoir une solution et puis pouvoir l'appliquer partout. Ouais. Voilà les gars, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ça la solution, c'est ça. Maintenant, vous me faites un copier-coller partout, c'est bon. On On s'embête pas, forme on tout a le trouvé. monde à la permaculture Voilà, dès la c'est ça. primaire, Tout le monde 100% des produit, écoles. c'est ça. Et en fait, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'histoire de la Hmm. vie. Les solutions sont propres à chaque contexte. Donc, pour répondre à ta question, non. Enfin, honnêtement, moi, je ne vois pas un avenir où tout le monde sait faire plein de choses différentes et cultiver, et tout le monde cultive, etc. Je suis convaincu que chacun a aussi des intelligences et des natures différentes. J'ai d'ailleurs Hmm. un très très bon ami avec qui je porte un projet d'écolieu qui travaille sur les intelligences et natures multiples, Hmm. et donc qui explique que on a tous des appétences et des talents différents, et donc c'est ce qui crée la diversité. Et en fait, le principe d'un écosystème, j'en reviens à mon écosystème, c'est que l'ensemble des individus qui composent l'écosystème créent un écosystème qui Oui. soit autosuffisant. Et donc en Oui. fait, à un moment donné, si si je vais dans la proposition entre guillemets, le raisonnement de chacun, produit, chacun a son Yes. potager, est autosuffisant, et cetera. En fait, c'est encore un monde Oui. individualiste. Oui. C'est l'autre extrême qui nous ramène à l'individualisme. Et donc en fait, c'est Hmm. comment on trouve le juste milieu, l'entre-deux, entre, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui c'est 2 de la population qui est agriculteur, agricultrice. Peut-être que déjà si on remontait à 30 voire 40, peut-être qu'on serait entièrement, mais en full autosuffisance, on aurait Ouais. vraiment tout ce qu'il faut à manger, et que tout le monde, du coup, ce serait que 30 à 40 de la population qui Ouais. aurait le plaisir, parce que eux, c'est leur plaisir, de mettre les mains à la terre, et Ouais. cetera. Et aussi en faisant des métiers nouveaux et pas comme pas des métiers comme on le voit aujourd'hui qui sont des métiers très durs, tu vois? Un peu dans Hmm. la version du maraîcher, du maraîchère que je t'expliquais, qui est beaucoup plus dans un Ouais. mode un peu tiers-lieu, bref. Donc comment aussi il va y avoir des gens qui vont être sur des qui vont rester sur des métiers plus administratifs, plus, tu vois, Hmm. comptables, et cetera, parce qu'il en faut, et parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien ça, tu vois? Et donc Grave. moi, j'ai la croyance que la société plus idéale vers laquelle on tend, j'espère, c'est que chacun trouve sa place. Ouais. Tu vois? Que chacun trouve sa place dans le collectif, que chacun ose faire ce qu'il a envie de faire, ose briller là où il aime briller, et que tout ça, bien sûr, soit fait dans une même éthique et une même cohérence. Et on peut amener de l'éthique et de la cohérence dans tous les métiers actuels. Bien sûr, il y a des métiers qui doivent disparaître, enfin ça, c'est sûr et certain. Il y a plein de métiers qui doivent disparaître, je vais pas, les citer, mais je veux dire, il y a plein de métiers qui ont en fait de fait un impact extrêmement nocif, que ce soit Oui. sur l'humain ou la nature. Il y a aucun Et, intérêt à ce qu'ils existent. et C'est peu juste des importe si on leur dinosaures. colle Voilà. les principes de la permaculture de par-dessus, ça change rien. Bah, c'est plus que si on leur colle les principes de la permaculture, juste on change Oui, c'est d'entreprise, vrai. quoi. Naturellement, ça évolue, ouais. Hmm. Donc c'est possible, mais c'est juste il faut tout changer à ce moment-là. Ouais. Heu, donc voilà, moi un peu ma vision, elle est plutôt là, et c'est comment on arrive à tendre ensemble vers cet équilibre-là, tu vois? Il est là Hmm. l'équilibre, et Ouais. c'est comment on arrive à y tendre progressivement, quoi. Ouais. Et la nuance que je tire de ce que tu me partages, que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas l'individu qui doit être autosuffisant, mais c'est l'écosystème. Et que l'écosystème, il aura une forme et une dimension variable. Ce sera peut-être le village ou la région, et que dans chaque écosystème, ce sera différent, comme tu dis, par rapport au contexte. Et ça me fait penser assez naturellement au fait que voilà, les écosystèmes naturels sont différents aussi en fonction du contexte. Il y a des fruits et des légumes qui poussent mieux à certains endroits qu'à d'autres, et on peut pas forcer ça, parce que juste les conditions sont faites pour. Du coup, ouais, merci pour la nuance. Déjà, ça m'apaise, en plus moi, parce que c'est pas malheureusement ma fascination d'aller mettre les mains dans la terre, Ben voilà, pour donc le je te coup. rassure,
T'inquiète pas, tout va bien, d'autres le Merci. feront pour toi, il y a pas de souci et en Merci effet, comme Louis. tu disais, les écosystèmes sont tous différents en fonction du contexte, des conditions et ils vont aussi avoir des influences les uns sur les autres, tu vois? Donc Oui. le côté mondial est bien présent, tu vois? Le Mmh. désert du Sahara va permettre d'avoir des nutriments, dans l'eau pour, un des trucs à l'autre bout de la planète grâce à des vents dominants. Tu vois? C'est Ouais, tout est lié aussi à ce niveau-là. Il y a un macro-écosystème ouais, qui est le et nous, c'est système Terre, pareil, quoi. il est aussi à penser ce macro-écosystème. Mais comment on le pense également de manière saine? Parce qu'aujourd'hui, en effet, la mondialisation, c'est plutôt faire la même chose partout, plutôt que de faire la chose Mmh. adaptée à chaque, endroit Chaque dans le monde, endroit. tu vois? Mmh. J'aurais envie de continuer pendant des heures encore, mais je vais te proposer qu'on arrive sur, les questions rituelles de fin d'épisode, parce que sinon je vais te demander de prendre chaque principe individuellement et qu'on l'explore, donc on va pas faire ça. Mais du coup, sur les questions rituelles de fin, c'est celle que je pose à tout le monde et la première, c'est: si tu étais face à Louis qui démarre son tout premier jour en tant qu'entrepreneur, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec, l'expertise que tu as développée depuis? Ça, c'est vraiment la question de fin, quoi, genre tu veux m'achever là-dessus, quoi, c'est ça? Fais gaffe, il y en a 5, hein, donc enfin 5. OK, il y en a 5. Il y en a 4 et demi, disons. C'est dur parce que si j'avais pas fait toutes les erreurs que j'ai fait, entre guillemets, «tous les apprentissages que j'ai eus», j'en serais pas là aujourd'hui. Donc Mmh. qu'est-ce que j'ai envie de me dire qui peut-être changerait, ce que j'ai fait, tu vois? Ou C'est ça, changera c'est pas. ou changera pas, c'est difficile. Bah, du coup, je pourrais dire, vas-y quoi, casse-toi bien la gueule, c'est non, enfin, je pourrais pas dire que je me suis cassé la gueule, mais hem, non, je dirais soit si j'avais un truc à me dire, je dirais sois toi-même, fais de ton mieux avec ton contexte, quoi, avec ce qui t'est amené, quoi Mmh. respire et fais confiance et puis, sois fier de toi. Voilà, je dirais ça. Trop bien. La question qui suit, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu as ta boîte et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté? La plus grosse difficulté, ça a été une relation, de travail que j'ai créée et nourrie avec, un ancien associé, ancien collègue. Hem, En 2 mots, voilà, je me suis un peu positionné en sauveur face à quelqu'un qui venait de faire un Mmh. burn-out. Voilà, il a trouvé du coup une opportunité de dingue à travailler avec moi et ça a changé sa vie donc j'ai accompagné son changement de vie en fait, sauf que c'est devenu une relation extrêmement toxique Mmh. et complètement, dépendante vis-à-vis de moi et en fait, tout mon projet, a failli s'effondrer à ce moment-là puisque ce n'est plus le projet qui existait, c'était simplement la relation en fait avec cette Mmh. personne et la grosse difficulté et voilà, ça a été de réussir moi à m'affirmer et à encore une Mmh. fois à faire un choix, à me respecter et à réussir à dire à cette personne: «C'est fini», en fait et à réussir à couper la relation avec cette personne pour Mmh. retrouver l'origine de mon projet et me reconnecter à ça, en fait, parce que je m'étais complètement perdu dans le désert avec cette personne, quoi Vachement et dur. ouais et voilà, c'est que parfois je dis et enfin, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est le chemin le plus court vers le développement personnel Ouais. et je trouve que c'est vrai parce qu'en fait, si moi je ne vais pas bien, mon projet ne va pas bien. Si je suis pas capable de prendre des décisions par rapport à des schémas que j'ai, des problématiques que j'ai, ça va directement impacter mon entreprise et là, c'est ce qui s'est passé et ça a été très dur à ce moment-là, ouais. C'était Mmh. il y a ça 2 ans. C'était il y a de ça 2 ans maintenant, ouais. Il y a quelque chose qui t'a aidé, je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, on ne peut pas faire l'impasse sur le travail sur soi quand on est à son compte et quand on est entrepreneur, comme tu le dis, parce que, bah, on influence notre boîte par qui on est, nos schémas et cetera. Est-ce qu'il y a un truc spécifique qui t'a aidé à sortir de cette situation, à ce moment-là? Je C'est dur de honnêtement, mettre le doigt dessus, hein. c'est dur. Bah, en gros, enfin, je dirais que ce qui m'a aidé à vraiment à passer à l'action, parce que je me rendais bien compte que ça n'allait pas et Mmh. cetera, mais à chaque fois, j'osais pas, prendre une Ouais. décision, quoi. Ça a été ma compagne, hein, tout simplement, hein,
qui était là pour me soutenir et qui était là pour mettre le doigt systématiquement pour me c'est le fait de prendre du recul, en fait. Mmh. Prendre du recul sur la situation pour se rendre compte qu'en fait, cette situation est complètement incohérente et ne va pas du tout. Et Mmh. c'est elle qui m'a permis de prendre à plusieurs reprises, voilà, la mesure, en fait, de ce qui se passait et donc Mmh. qui m'a aidé aussi à un moment donné à m'engager. Enfin, je me suis engagé auprès d'elle au moment où je me suis dit: «OK, demain, ça y est, c'est fini». Donc je dirais, ouais, Ouais. Ouais, le fait que ça illustre le fait qu'on peut pas tout faire seul aussi, comme tu disais, et que notre entourage, est hyper important pour, réussir à passer ces épreuves-là. Mmh. La question d'après, c'est quoi ton objectif du moment? Après quoi tu cours en ce moment? malheureusement, plusieurs choses en même temps. Parce que voilà, c'est actuellement, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, j'ai un projet, en fait, d'écolieu, de créer un éco-village avec un collectif et pour ça, je m'imagine, enfin, on s'imagine là, d'ici 2 ans, heu, vraiment, déménager, s'investir sur ce projet et donc là, mon objectif, c'est que d'ici 2 ans, mon équipe, enfin mes équipes dans le Nord soient vraiment autonomes en fait et que Mmh. je puisse continuer de piloter la boîte à distance et bien Mmh. sûr créer une nouvelle antenne là où je vais déménager. Mais voilà, j'ai vraiment cette envie que là, on développe le projet suffisamment pour que je puisse partir en étant complètement serein. Bien sûr en pilotant à distance toujours les équipes et cetera, mais de plus être sur le terrain, quoi. OK. Voilà, ça fait partie des et pour ça, bah, là, en ce moment, bien sûr, on a notre formation en ligne, Mmh. enfin, voilà, qui est vraiment, prête à accompagner tous les gens qui veulent, spécifiquement cultiver leur potager, puisque c'est une formation, que j'ai créée, dans un style un peu «C'est pas sorcier», qui est très agréable à regarder, du coup, en vidéo, qui est assez ludique. J'essaie de faire des blagues, mais parfois je suis un peu nul, mais j'essaie de faire des blagues, tout ça, donc et c'est vraiment comment apprendre de manière ludique à devenir entièrement autonome dans son potager en faisant un potager à la fois hyper productif, à la fois hyper naturel et à la fois hyper esthétique. Mmh. Donc en gros, c'est un peu ça la promesse et c'est une formation, voilà, on l'achète, on y a accès à vie. Tous les mois, on fait une petite session avec les gens de questions-réponses et Ouais. Et ce qui est au là, service du coup de se décorréler du temps passé de plus en plus pour pouvoir aller faire ce nouveau projet aussi, j'imagine? voilà, c'est ça et c'est aussi au service d'accompagner les gens partout en France et pas Ouais. seulement dans le Nord, Mmh. parce que c'est une formation qui s'achète partout en France Yes. et qui peut se regarder en famille. Enfin voilà, donc ça en effet, ça fait partie des objectifs du moment sur lesquels on travaille pas mal, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par cette formation, mais qui la connaissent pas, donc en fait, Ouais. on essaie d'en parler un peu. Trop bien. Et la toute dernière question, c'est si tu avais une question que tu as envie de poser à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'elles prennent le temps pour réfléchir à la fois à leur vie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, mais aussi à leur entreprise, quelle question est-ce que tu souhaites leur poser? Ouf, j'aurais dû, réfléchir toute une nuit avant que tu me dises la question là. Bah, si on réfléchit trop souvent, après, j'ai l'impression Heu, qu'on n'atterrit pas sur les mêmes choses. Du coup, il y a aussi de la valeur dans l'instantané, j'ai l'impression. la question que je poserais, c'est peut-être à quel point vous êtes réellement, animé et passionné par ce que vous faites Mmh. ou à quel point est-ce que vous faites ça par convention? Et simplement mettre la conscience là-dessus, en fait. Parce Mmh. qu'on peut aussi consciemment faire le choix de dire: «OK, oui, je sais que je suis pas complètement ça, mais j'ai pas non plus, en fait, envie de faire l'effort de passer à autre chose ou d'aller vraiment peut-être vers quelque chose qui me plairait plus». Mais Mmh. en tout cas, le conscientiser, je trouve ça important. Ouais. Donc comme s'il y avait un curseur entre, d'un côté convention et de l'autre fascination, entre guillemets «maladive», on pourrait dire. Enfin, j'ai l'impression d'être dans fascination maladive des fois. Mais ouais, où se situe le curseur et qu'est-ce que je fais du fait que le curseur est à cet endroit? Ouais, c'est ça, Mmh, trop bien, j'adore cette question. voilà. Merci beaucoup Et Louis. puis la deuxième question, ça serait, bah, est-ce que vous avez envie de vous engager avec nous? Venez, Arbre Culture! Ouais! J'allais te demander si les gens veulent discuter avec Bah, toi, suivre votre évidemment. travail, en découvrir plus, c'est où que je les envoie? C'est où le meilleur endroit sur internet pour ça? Le meilleur endroit, bah, on a notre site internet arbraculture.com sur lequel vous Yes. retrouverez, notre superbe formation. Vous pouvez venir avec moi, dans les vidéos pour tout apprendre. On a aussi des stages
pour apprendre à former à notre métier, donc un stage de 3 jours. En 3 jours, on a vraiment fait l'élixir de la conception en permaculture, accompagner un projet, faire un chantier participatif, que ce soit pour en faire son métier ou pour un projet perso, c'est vraiment adapté. Après, on a tout le projet de communauté qui est en train de sortir, qui est en train de se développer. Donc pour l'instant, c'est un groupe Facebook privé Yes. qui s'appelle lesarbraculteurs.mediantrice. Et donc on a aussi un Instagram. Voilà, donc pour retrouver Ouais. tout votre bonheur. Je mettrai tous les liens de toute façon vers ces éléments dans la description de l'épisode. Yes. Et puis il y a Pogno aussi qui vous dit bonjour. Pogno dit Coucou bonjour. Pogno. Bonjour Pogno. Pour les Voilà, personnes en Pogno. vidéo, vous voyez Pogno à l'écran. C'est elle qui est venue sur mes genoux, hein. C'est pas moi qui suis allé la chercher. J'imagine qu'elle avait envie de son moment de star. Voilà. Merci beaucoup Louis, c'était un plaisir et ouais, au plaisir de la suite. Et ben avec plaisir Thomas également, merci beaucoup pour ton invitation et puis bonne continuation à toi. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés, bref, t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.